Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, c'est Ernie Wells qui vous parle et c'est l'heure de notre rendez-vous nature d'une heure de la semaine. Et avec la fin du mois de novembre, malheureusement, c'est aussi la fin de la saison de la chasse des grands gibiers, sauf, je le répète, sur Anticosti, où la chasse se poursuit jusqu'au 6 décembre pour la chasse en forfait de CEPAC et autres, et jusqu'au 24 décembre, pour les résidents de Port-Meunier. Sur le continent, seule la chasse du petit gibier, comme la perdrix, demeure jusqu'au 15 janvier. La chasse du lièvre, avec permis bien sûr, se poursuit selon les engins de chasse, au fusil, à l'arc et à l'arbalète. C'est en cours depuis le 1er, le 6 et le 13 septembre, et 25 coups. Et tout ça se termine le 31 mars. Les saisons diffèrent selon les zones, alors le colletage du lièvre, lui, est en vigueur à peu près partout jusqu'au 31 mars, sauf le 30 avril pour les zones 19 sud et 29. On chasse aussi le coyote, ça on l'oublie souvent, mais on peut toujours chasser le coyote jusqu'au 31 mars et au 15 avril dans les zones 19 sud et 29. Et cette semaine dans Rendez-vous nature, est-ce que le syndicat des agents de protection de la faune est favorable au désir des conducteurs de chiens de sang d'agir comme auxiliaires de la faune? Oui, mais pas partout, tranche le président Martin Perrault. Les amateurs de ski de fond sont prêts à se lancer sur les pistes, mais ce qui est possible dans certaines régions ne l'est pas dans d'autres. Pour certains, donc, il faut attendre. Et notre chroniqueur plein air, Alexis Laurent-Donneur, invite les amateurs à se préparer et à rêver à leur première glisse. Mais d'abord, pour lancer Rendez-vous nature, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la situation des grandes oies des neiges n'est pas celle qu'on pense. Comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Dans sa migration annuelle vers le sud, les observateurs étaient impressionnés par l'abondance de ces oies blanches, mais même que plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de grands oiseaux blancs. Pourtant, la densité d'oies des neiges a chuté. Selon le Service canadien de la faune, la population de grandes oies des neiges comptait 428 000 individus au printemps de 2025. C'est sous la limite inférieure de la population souhaitée de 750 000 oiseaux. Michel Barry est biologiste à la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec. Michel Barry, je croyais, comme tout le monde, qu'il y avait beaucoup de grandes oies à passer par le Québec dans son vol migratoire vers la chaleur. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quand même 400 000 oiseaux. C'est sûr que la population a baissé depuis quelques années, oui. Mais ça reste un nombre d'oiseaux assez considérable. Surtout si on considère que la grande oie des neiges a failli disparaître complètement autour des années 1960. À ce moment-là, en fait, il restait 25 000 oies. Oui, puis je voyais aussi qu'en 1880, on parlait même d'extinction, mais j'ignorais dans ces années-là que l'oiseau avait été l'objet d'une chasse commerciale. En fait, ça, c'est un pan de notre histoire qui est un peu méconnu, mais oui. On s'éloigne de la grande oie des neiges, mais pour plusieurs espèces, Oui. Dans les années 1800, plusieurs ont frôlé l'extinction ou d'avoir du moins de sérieux problèmes. On peut penser à l'orignal, certainement, on peut penser au caribou. En fait, il y a déjà eu même voyons, le grand cervidé qu'on trouve dans l'ouest du pays. Le wapiti? Le wapiti, ben oui, il y avait du wapiti au Québec, puis on a fini par l'exterminer. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs espèces qui ont passé proche de l'extermination à cette époque-là, mais on a pris des mesures. Souvent, c'était même les chasseurs qui étaient les initiateurs des projets de protection. On a pris des mesures de protection, puis on a réussi à sauver de nombreuses espèces de cette façon-là. Oui, mais si on reste dans les oiseaux, il y a la fameuse tourte, qui était qu'on l'appelait le pigeon voyageur. Puis ça, c'était un oiseau migrateur aussi. Lorsque les tourtes arrivaient au sud, du sud au printemps, on parlait d'une manne venue du ciel. Si nombreuses, on les tuait à coups de bâton. Puis selon des écrits de 1863, il fallait s'en défendre dans l'air comme des maringouins. Il fallait qu'il y en ait beaucoup. Puis un seul coup de fusil pouvait abattre 2 douzaines de tourtes. Puis au Québec, l'oiseau gibier se vendait 15 cents pour 2 douzaines, imaginez-vous. Alors ça, c'était Arthur Buis qui avait écrit ça en 1873. Puis si dans les années 1880, il ne restait que quelques milliers de lois sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs au Canada, qui a été signée en 1916, bien, la dernière tourte, elle, voyageuse, est décédée en captivité dans un zoo de Cincinnati en septembre 1914. C'est de valeur qu'elle n'ait pas pu profiter de cette loi de conservation des oiseaux, des oiseaux migrateurs.
Oui, exactement. Mais ça, c'est un très bel exemple là, on pense souvent que dans le passé, tout était mieux du côté de la chasse puis de la pêche, mais on voit que c'est pas nécessairement le cas. Puis Ouais. la Grande Loi des Neiges est passée par là, mais là, finalement, il est arrivé des conventions internationales, il est arrivé des règles de chasse là, qu'on a établies au début des années 1900. Puis ça a permis la population, la croissance de la population, que finalement a atteint le million d'individus là, autour des années 2000. 2010, oui. Mais au printemps 2025, là, le Service canadien de la faune a évalué donc à 428 000 individus. C'est plus qu'un demi-million de moitié qu'en 2010, finalement. Mais vous faites partie, je crois, d'un comité de surveillance du Service canadien de la faune. Est-ce qu'il y a lieu actuellement de sonner un signal d'alarme? Non, non, pas du tout. Selon les biologistes du Service canadien de la faune là, qui nous ont rencontrés au mois de septembre, il n'y a pas de, il y a rien, il y a pas à s'alarmer. Il faut par contre porter attention à la situation parce que si on est passé d'un million à 400 000, c'est qu'il y a une raison. Mais la population n'est pas en danger à 400 000. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas bien présentement, puis il faut les corriger si on ne veut pas vraiment amener la population là, dans un affaissement trop important. Donc, je vous dirais que les premiers signes ou les premières pistes d'évaluation qu'on a, c'est probablement que les oies sont trop, peut-être un peu trop chassés, mais trop dérangés. On les exploite trop, en fait, parce que là, on sait qu'au Québec, on les chasse un peu au printemps, on les chasse à l'automne, Oui. ça dure quelques jours, quelques semaines, c'est tout. Mais après ça, là, pendant l'hiver, ils s'en vont aux États-Unis, puis là aussi, ils sont chassés. Ils sont chassés pendant l'hiver, pendant la fin de l'hiver, avant de s'en venir ici, de sorte que là, ils sont chassés pendant une très longue période, parce qu'ils s'en viennent au Québec au printemps, ils sont chassés encore après avoir été chassés aux États-Unis. Tout ça Ouais. pour dire, là, peut-être qu'on exagère sur la population. Oui, elles deviennent vulnérables finalement parce qu'elles sont chassées, comme vous dites, des deux côtés de la frontière. Mais donc, manifestement, la pression est trop forte. Il peut y avoir peut-être des changements dans le plan de gestion pour peut-être réduire le quota quotidien ou je ne sais pas. Ça pourrait arriver, ça a été envisagé, Oui. mais ce qu'on pense plutôt, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va déterminer une période peut-être de repos qui va être imposée au Québec à la chasse, à la récolte de conservation printanière. Donc, quand les oies vont arriver ici, au lieu d'être chassées à partir du 1er mars, Oui. ben là, peut-être qu'on va être obligé de la laisser tranquille là, pendant. En fait, il n'arrive pas le 1er mars non plus. Ici, il arrive plutôt fin avril, puis ils Oui. sont ici début mai. Là. Oui. Mais Oui. peut-être qu'il y aura une période à leur arrivée au Québec au printemps pendant laquelle il sera interdit de les chasser. Donc, ils vont Oh. être chez nous, mais en repos, de façon à éviter le dérangement par la chasse. Parce que, encore là, c'est pas une surexploitation par la chasse que la Grande Loi des Neiges semble Affecté. avoir, Oui. mais plus un dérangement. Puis là, il faut rajouter là-dessus la prédation. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais un des facteurs qui a été évoqué, c'est peut-être la présence du pigargue à tête blanche. Ah oui? Donc, le pigargue, la population est en forte augmentation au Québec ces dernières années. Puis là, ben, si le pigargue s'en mêle, parce qu'on sait que l'oie, ça se tient c'est des très, très grands groupes de centaines de milliers d'oiseaux. Ben Puis là, oui. s'il arrive un couple de pigargues qui volent au-dessus de ces oiseaux-là, il les dérange. Puis le fait du dérangement empêche les oies de bien se nourrir, OK. de se calmer, de bien se nourrir pour de prendre des forces pour entreprendre leur migration finale du Québec vers les aires d'hivernage qui sont à plusieurs milliers de kilomètres là, de chez nous. Dans Donc, quand on l'Arctique. les dérange, en fait, ouais, c'est ça, on les empêche de bien se préparer à la suite de leur voyage vers le nord. Puis là, ben, ils deviennent susceptibles à mourir, à la limite, ou à avoir une moins bonne période de reproduction. Donc, ça tourne autour du dérangement plus que de la surexploitation. Oui, puis quand on parle du pigargue, ben c'est l'aigle royal, finalement, là, qui est un oiseau immense et puis qui est un prédateur féroce. Mais si je comprends bien, il se pourrait que dans un avenir plus ou moins rapproché, que le Service canadien de la faune interdise la chasse printanière de l'oie blanche au printemps.
Non. Ils vont nous donner une petite pause, mais ça, c'est la première question qui nous vient en tête quand on discute avec les spécialistes du Service canadien de la faune. Là, vous allez arrêter la chasse de printemps, puis là, ils nous disent non. C'est pas une chasse au printemps, c'est une mesure spéciale, c'est une récolte de conservation printanière, donc c'est pas une chasse en tant que telle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Excusez, ça veut dire quoi? C'est vraiment un outil qu'on a mis en place pour stopper la croissance de la population là, aux alentours des années 2000. On s'est dit là, la population augmente trop vite, on a besoin d'un nouvel outil. On a mis en place la récolte de conservation printanière, qui est un outil de gestion pour empêcher la croissance de la population, puis ça a marché. Puis là, les spécialistes du Service canadien de la faune nous disent, tous les facteurs qui ont contribué à l'explosion de la population, pour l'amener à 1 million, tous ces facteurs-là existent encore. Donc, les changements climatiques se maintiennent, les hivers sont moins difficiles, nos pratiques agricoles, notamment avec le maïs, se maintiennent. Donc, tous ces facteurs-là sont encore en place. Donc, si on enlève la chasse de printemps, là, la population risque de se mettre à croître, dépasser peut-être le million. Puis si on veut ramener une chasse de printemps dans 5 ans, 8 ans, 10 ans, ça va être sorti des habitudes des gens, puis ils ont peur de ne pas être capables de réinstaurer cet outil-là si on l'enlève présentement. Donc, il n'est pas question présentement d'enlever la récolte de conservation printanière. Mais est-ce que la durée de la saison serait écourtée? Est-ce que le nombre de permis serait limité? Là, comme je vous disais tantôt, là, moi je pense qu'il risque d'avoir une période de repos au printemps. Donc, probablement que la période printanière va être amputée. Donc, il va rester moins de temps aux chasseurs pour chasser. Puis il va y avoir quelques semaines pendant lesquelles les oies vont être tranquilles au Québec où ils ne seront pas dérangés par la chasse. Mais là, on entend parler, surtout du côté de l'Ouest canadien, on entend parler des éleveurs de poulets, là, puis qui craignent beaucoup les oiseaux migrateurs parce que, selon eux, ils véhiculent bien sûr la grippe aviaire. Puis il y a même eu un gros élevage des grands oiseaux, d'autruches. Les autruches, oui. Oui, qui ont été complètement éliminés. Il y avait 400 autruches qui ont dû être complètement éliminées. Mais là, la grippe aviaire, est-ce que ça fait partie peut-être des causes probables de la diminution des grandes oies au pays? Non, là-dessus, puis je vous rassure, c'est une problématique, un pathogène qui est suivi de très près par le gouvernement fédéral, y compris chez les oiseaux sauvages. Donc, on fait des suivis, puis il n'y a pas eu de mortalité, comment je pourrais dire, importante à cause de la grippe aviaire. On a trouvé, il y a eu des cas positifs chez les oiseaux. Là, je ne peux pas vous en parler très précisément, mais ce que j'ai retenu, là, c'est que la grippe aviaire est suivie, on la monitore en continu, mais il n'y a pas de problème présentement concernant la grippe aviaire sur la population de Grand Oie des Neiges. À tout le moins, ça, c'est rassurant, mais c'est curieux quand même, parce qu'on voit que les populations d'oies donc diminuent. Puis on croirait peut-être qu'à quelque part, il y a trop de pression de chasse, mais c'est pas le cas. En 1964, on comptait 380 059 chasseurs d'oiseaux migrateurs au Canada. En 1978, on a atteint un sommet avec 525 946 chasseurs, dont 74 745 au Québec. Puis là, en 2024, l'année passée, on comptait 27 à 20 000 peut-être chasseurs qui chassaient peut-être une journée seulement au Québec. Donc, la pression au Québec n'est pas très forte, finalement. Non, exactement. Il se vend 27 000 permis de chasse aux oiseaux migrateurs chaque année au Québec. Oui, c'est ça. Puis là, ça, c'est l'ensemble des permis. Puis ça, ce ne sont pas tous des chasseurs actifs. Les chasseurs actifs, là, on parle un petit peu en bas de 20 000. Ouais, c'est ça. Des gens qui vont vraiment chasser au moins une journée. Ouais. Puis c'est 3 000 chasseurs qui chassent lors de la récolte printanière. Il y en a probablement le double à l'automne, là, mais ça donne une idée là, que 3 000 chasseurs au printemps qui récoltent, je pense que c'est 13-14 000 oies, c'est pas énorme. Là. Non. Ça, c'est intéressant aussi là, de considérer ça. La récolte totale de Grand Oie des Neiges au Québec, on parle ces dernières années de 30-35 000 oiseaux environ. La moyenne à long terme est de 50 000.
Fait que ça donne une idée là, de ne pas s'inquiéter, de ne pas voir la chasse là, dans la problématique dont on discute depuis tantôt, là, de ne pas voir la chasse comme la cause de l'effondrement de la population de Grandes Oies des Neiges. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure que les Grandes Oies s'alimentaient, avaient aussi changé leurs habitudes alimentaires, si on peut dire. Elles sont plus végétariennes maintenant parce qu'elles se nourrissent plus de maïs dans les grands champs, ce qu'on appelle le flyway, là, surtout à partir de Québec vers l'ouest, vers l'Ontario, dans ces régions-là. Puis moi, j'ai observé, puis j'ai pris des photos récemment d'oies dans leur halte migratoire dans la région de Rimouski. Puis j'ai remarqué que les oies n'avaient plus le cou jaune ou rouillé, là, comme on la connaissait actuellement. Là, maintenant, elles sont vraiment en blanche du bout du bec aller jusqu'à la queue. Ben, même, il y a des parties noires là, au bout des ailes. Mais il n'y a plus ce cou jaune qu'on pouvait remarquer. Là. C'est attribuable à quoi, ça, finalement? Bien, en fait, la couleur, en fait, les plumes étaient tachées du fait que les oies, pour manger notamment la cyrpe ou d'autres plantes aquatiques là, le long du fleuve autrefois, donc qui était son alimentation originale. Donc, la Grande Oie des Neiges, pour prendre ces plantes-là, devait enfouir sa tête dans la boue pour aller chercher les racines de ces plantes-là qui poussent le long du fleuve. Puis là, ben, ça attachait ses plumes. Puis comme notre sol contient beaucoup de fer, là, ça attachait son plumage, là, ça, qui devenait jaune rouille. Là. Fait que c'était typique. Mais ça démontre que la Grande Oie des Neiges se nourrissait en enfouissant sa tête dans le sol, ce qui prend beaucoup plus d'énergie que ce qu'elle fait maintenant. Maintenant, elle atterrit dans un champ, puis tout ce qu'elle a à faire, c'est picorer les grains qui sont laissés au sol par les récoltes d'automne, là, notamment des graminées, là, entre autres le maïs. Mais j'aimerais aussi, puisqu'on est dans la plume, j'aimerais vous parler du petit gibier. Il me semble qu'on remarque, vous allez me dire c'est cyclique peut-être, mais selon les régions, qu'il y a une baisse du petit gibier. On en voit moins. Quand je parle de petit gibier, je pense de la perdrix. Puis même la perdrix, on parlait de prédateurs tantôt par le pigargue, même la perdrix est victime aussi d'une prédation qui vient du ciel, qui vient du sol aussi par les moins de trappeurs, donc plus d'animaux à fourrure comme le renard, le lynx qui aime aussi se déguster la perdrix. Quelle est la situation? Il me semble que ça diminue. Là. Est-ce que vous avez un peu des informations là-dessus? Non, du tout. Tout ce que j'ai comme information, là, c'est les discussions que je peux avoir avec des chasseurs. Puis finalement, à chaque année, il y a des chasseurs qui prétendent qu'il y a moins d'oiseaux, alors qu'il y en a d'autres qui connaissent des saisons de chasse exceptionnelles. Moi, j'ai pas eu la chance de chasser le petit gibier cette année, mais durant mes excursions de pêche cet été, notamment dans Mauricie, dans le coin de la Tuque, j'ai vu beaucoup de perdrix. Ouais, puis j'en ai vu quand même pas mal dans la réserve faunique de Laurentides aussi cet été, là, en allant à la pêche. Fait que en fait, hein, ce sont des oiseaux dont les populations connaissent des cycles marqués d'une année à l'autre pour plein de facteurs, que ce soit le climat, les pluies de printemps, la présence de prédateurs. Ça, c'est quand même intéressant aussi, ce que vous avez mentionné, parce que on entend parler là, qu'il y a de moins en moins de trappeurs, puis est-ce que ça peut avoir un effet sur certaines espèces chassées? Bien, probablement. Là, on se base sur des indices, comment je pourrais dire, des perceptions qu'on a, mais qui peuvent être quand même intéressantes. Je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos de pécans qu'on voit depuis quelques mois, une couple d'années. Mais je me suis dit, comment ça se fait qu'on entend tellement parler de cette bébête-là, qui peut certainement être un des prédateurs de la perdrix là, au printemps, c'est clair. Là. Alors, Michel Barry, donc, vous êtes le biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. On ne se parle pas assez souvent, mais vous avez énormément de choses intéressantes à nous dire. Puis je vous dis, une prochaine fois, puis on va suivre de près le plan du petit gibier, là, puis j'aurai sûrement à vous revenir. S'il y a du nouveau, là, je vais vous revenir. Parfait. C'est sûr. Toujours disponible pour jaser. OK. Merci à beaucoup. la prochaine. Au plaisir. Bonjour. Merci.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Chasseurs, procurez-vous le Boc-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, je recevais la semaine dernière le président provincial de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, Sébastien Deschênes, au terme de la dernière saison de chasse des grands gibiers, mais pas pour faire le bilan du nombre de recherches de la dernière saison, mais surtout pour parler de la place que les conducteurs de chiens de sang veulent occuper en forêt dans la protection de la grande faune. Les conducteurs ont fait la preuve en 2023 qu'il était essentiel d'être muni d'une arme à feu pour mettre fin aux souffrances d'un gibier retrouvé agonisant. Maintenant, ils veulent réduire le plus rapidement possible la durée de souffrance des bêtes mortellement atteintes. Et pour compléter le tout, les conducteurs de chiens de sang sont souvent témoins d'actes et d'infractions à l'endroit de la faune. Ils estiment qu'ils pourraient être formés pour agir comme auxiliaires de la faune en appui aux gardes-chasse, comme plusieurs les appellent encore. J'en parle avec le président du syndicat des agents de protection de la faune, Martin Perrault, avec la réduction du nombre d'agents de protection de la faune et la fermeture des bureaux régionaux par Québec, qui veut sauver 120 millions dans son déficit de plusieurs milliards de dollars. Comment est-ce que vous réagissez à ce projet des conducteurs de chiens de sang qui souhaitent vous venir en appui comme auxiliaires de la faune? C'est sûr qu'un appui, c'est toujours la bienvenue. Quand le ministre Dufour, à l'époque, avait ouvert la loi sur la conservation des valeurs de la faune, il y avait un élément qui nous tracassait un peu. Là. On avait fait une présence à la commission parlementaire sur les projets pilotes. Il n'y avait rien de défini. Nous, notre appréhension, c'était justement, on avait posé des questions à l'effet de ne pas donner la protection de la faune du Québec à un service comme Garda ou une entreprise privée, par exemple. Une fois que c'est dit, au niveau de devenir assistant à la protection de la faune, au Québec, on a déjà plusieurs assistants à la protection de la faune sur les territoires structurés. Si l'Association des conducteurs de chiens de sang veut faire ces démarches-là, on n'a aucune opposition là, à ce qui s'associe soit avec une CEPAC, avec une pourvoirie, une ZEC, parce que présentement, les assistants à protection de la faune sont formés par notre centre de formation à Duchesnay, à Sainte-Catherine, à Jacques-Cartier. Puis par la suite, sont dans un endroit bien précis, dans un territoire structuré comme une CEPAC, puis relèvent de l'entité qui s'occupe du territoire structuré. Sur ces territoires-là, si les différents groupes CEPAC, ZEC, pourvoirie et compagnie désirent avoir ou mandater des conducteurs de chiens de sang pour intervenir dans les limites du possible, parce que les assistants de protection de la faune ont des pouvoirs limités sur le territoire structuré, on ne voit pas vraiment d'opposition à ce niveau-là. Mais d'abord, quelle est la formation que doit suivre un employé d'un territoire faunique quelconque pour devenir auxiliaire de la faune? Bien, pour commencer, il faut qu'il soit associé avec un endroit, un territoire structuré, soit CEPAC, pourvoirie, ZEC et compagnie. Suite à ça, une fois par année de mémoire, là, j'y vais vraiment de mémoire, une fois par année ou une fois 2 ans, il y a une formation, quand il y a assez de candidats, il y a une formation qui est donnée par notre centre de formation pour les nouveaux assistants à la protection de la faune. Puis c'est différents cours réglementaires, ça l'explique les pouvoirs qu'ils ont, les devoirs qu'ils ont, les pouvoirs qu'ils ont, parce que c'est pas les mêmes pouvoirs qu'un agent de protection de la faune qui patrouille tout le Québec. Donc, c'est tous ces genres de formations-là qui leur sont données.
Puis une fois qu'ils ont réussi cette formation-là, ben là, ils peuvent être assistants à la protection de la faune sur le territoire pour lequel ils sont engagés ou ils ont été envoyés. Mais si je comprends bien, exemple, un conducteur de chien de sang qui suit une formation comme auxiliaire de la faune ne pourrait pas faire un travail donc d'assistant à la faune dans un territoire libre. Il devrait absolument être rattaché à un territoire qu'on appelle avec une gestion structurée. À ce niveau-là, je suis pas au courant s'ils peuvent passer si les assistants de protection de la faune peuvent passer d'un territoire à l'autre. C'est sûr qu'ils peuvent pas aller dans le territoire libre. Ça, c'est les agents de protection de la faune uniquement au Québec. Mais de passer d'un territoire à l'autre, je ne sais pas si la possibilité se fait d'être embauché, par exemple, par une ZEC et par une CEPAC, puis être un assistant de protection de la faune sur ces deux territoires-là. Ça, c'est peut-être plus le ministère qui pourrait répondre si ça c'est permis ou pas. Mais si c'est permis qu'ils passent de un à l'autre, nous, on ne voit pas vraiment nécessairement de problème. Si c'est le gouvernement qui autorise le nombre de personnes qui sont assistants pour un territoire X, donc nous, on n'a pas grand-chose à dire, mais on ne voit pas ça comme un obstacle, quoi que ce soit. Là. Ça va être juste mieux protégé sur ces territoires structurés-là. Martin Perrault, il existe quand même déjà des auxiliaires de la faune dans des territoires structurés, les réserves, les ZEC, mais eux aussi sont en petit nombre. Donc, est-ce qu'ils auraient du temps à consacrer aux gardes-chasse pour mener certaines enquêtes? Ça se peut. Je sais qu'il y a quand même un grand nombre. Il y a plus au Québec, il y a plus d'assistants à protection de la faune qu'il y a d'agents de protection de la faune sur le territoire. Donc, c'est un peu ironique, là, mais c'est comme ça. Puis, on a dénoncé ça depuis plusieurs années que nous, nos effectifs, on veut les rehausser tout le temps. C'est correct, c'est parfait qu'il y ait plusieurs assistants sur les territoires structurés, c'est bien correct. Mais tous les rapports d'infraction qui vont être faits sur les territoires structurés par un assistant vont être transférés ensuite de ça aux agents qui vont analyser les règles de preuve puis discuter avec l'assistant s'il y a besoin de plus ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est du travail administratif qui est pelleté dans la cour des agents, puis on le dit depuis des années. Nous autres, notre job, c'est d'être dehors, pas d'être dans le bureau tout le temps. Fait que c'est correct, on a à checker ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut monter le nombre d'agents de protection de la faune du Québec pour aussi être capable de souffler un peu et de ne pas avoir trop d'administratifs parce qu'il y a des endroits qui ont beaucoup, beaucoup d'assistants, puis il y a des endroits qui génèrent beaucoup de rapports d'infraction. Donc, les personnes, les agents qui sont dans les bureaux locaux de ces endroits-là, parfois, ils peuvent passer plusieurs heures là, par semaine ou par mois pour vérifier les rapports. Donc, les conducteurs seraient vos yeux et vos oreilles en forêt, puis ils sont bien placés pour voir et constater des infractions et les signaler aux agents des bureaux régionaux qui, eux, finalement, assureraient le suivi des dossiers. Ce ne sont pas les auxiliaires de la faune ou les anciens, pas les anciens, mais les conducteurs de chiens de sang devenus auxiliaires de la faune qui assuraient le suivi des dossiers. C'est certain, mais en même temps, la règle de preuve est rendue tellement complexe, puis on en veut tellement pour remettre les ceintures, la bretelle, puis attacher tout ça ensemble, qu'il faut vraiment vérifier les rapports, puis s'assurer que tout est là. Puis oui, il y a tellement de règles de preuve, il y a de la jurisprudence qui évolue tout le temps aussi, fait que des fois, il y a des choses que un dossier X passait avec une preuve X, mais à cette heure, on n'est plus capable. Il faut que la preuve soit encore plus peaufinée. Fait que c'est pour ça qu'il faut vérifier que tout est là. Même tant nos rapports à nous que les rapports des assistants. Actuellement, l'association compte 90 conducteurs accrédités, donc qui peuvent porter une arme afin d'abréger les souffrances d'un gibier blessé retrouvé, donc agonisant. Donc, il ne serait pas des centaines à suivre la formation d'auxiliaire de la faune. Seuls les conducteurs dûment accrédités et reconnus pourraient suivre la formation. Oui, puis en même temps, là, au niveau du processus d'embauche ou de sélection des assistants à protection de la faune, je ne le connais pas exactement, mais il y a un processus aussi à ce niveau-là qui doit être fait. Là, comme nous, quand on rentre à la protection de la faune, il y a un long processus. À leur niveau, c'est la même chose. Là. Il doit y avoir certaines enquêtes de bonnes mœurs qui sont faites, certaines choses, certains probablement tests d'aptitude. Martin Perrault, on sort à peine de la dernière saison de chasse des grands gibiers, une saison de chasse permissive avec plus d'orignaux récoltés. Plus de chasseurs opportunistes parce que plus d'orignaux, ils ont les 3 segments à pouvoir cibler, mais moins d'agents à les protéger. Puis en entrevue en septembre dernier, vous me disiez que la faune était plus menacée que jamais. Comment a été la dernière saison? Au niveau des données, des chiffres, tout ça, il est trop tôt. Là. Les données devraient sortir plus au début de l'année 2026. Mais au niveau des effectifs, c'est pareil. Là. On est stable à un petit peu plus que 300 là, comparativement entre 450 et 500 dans les années 2018.
Il y a des grosses opérations qui ont eu lieu encore dans votre région cette année, des grosses opérations qui ont eu lieu dans ces coins-là, mais en contrepartie, il y a des endroits que le peu d'effectifs fait en sorte qu'on n'est pas capable de faire d'opérations à certains endroits. On est en contexte de compression budgétaire très sévère, comme on le voit au gouvernement un peu partout, là. Donc, c'est pas facile de faire la job. Ceux-là qui sont là, ils tiennent le fort, ils le font par passion, ils le font avec leur cœur, mais c'est vraiment pas facile. On n'est pas dans une bonne période, je vous dirais, là, pour être assez efficace puis opérationnel. Autre dossier, certains médias ont rapporté récemment qu'il y avait encore de la chasse de nuit dans des réserves fauniques, supposément par des groupes autochtones, pour la revente du gibier sauvage de façon commerciale. Je me souviens qu'il y a 2 ans, le même genre de situation, le même genre d'événement était arrivé, puis avait été dénoncé. Puis à l'époque, le ministre de la Faune, Benoît Charette, avait avisé les agents de ne pas imposer d'amende, mais de juste prendre l'identité des suspects. Mais depuis, il y a eu un remaniement ministériel. Bernard Drinville est passé de l'éducation à la faune. Est-ce qu'il suit le même sentier de la tolérance que son prédécesseur? Oui, il y a eu quand même un bon changement. Là, depuis les différentes apparitions médiatiques l'année passée, là, en lien avec Matane et certains groupes qui allaient chasser là, ça l'a fait couler beaucoup d'encre, ça l'a fait beaucoup de bruit au fil de l'année 2025. Certaines choses ont été autorisées, comme préparer des opérations pour l'automne. Mais malgré ça, l'opération, c'était comme de marcher un peu sur des œufs, mais au remaniement ministériel, là, les mots d'ordre, je vous dirais, qui ont quand même assez changé. Les agents, on intervient, on fait le travail qu'on a à faire, que le monde soit content ou pas, on le fait. Puis ensuite de ça, une fois que notre travail est fait, le dossier part. Là, c'est là qu'on est encore dans l'inconnu. C'est rendu dans les mains de la justice. Qu'est-ce qui va en amener des dossiers? C'est le temps qui va nous le dire. Là, pour l'instant, il est trop tôt pour dire que les dossiers qu'on a faits vont cheminer ou ont passé ou ont été au tribunal. Mais le mot d'ordre a vraiment changé. Je l'ai même commenté là, il y a 2 semaines. Là, le ministre disait qu'il n'y a pas de mot d'ordre de ne pas intervenir. Puis c'est vrai, c'est totalement vrai. On fait ce qu'on a à faire. Que ce soit n'importe qui est dans le bois, on fait ce qu'on a à faire. Puis rendu là, c'est le futur qui va nous dire si le message est parti du bas jusqu'en haut ou bien il a arrêté à un certain moment. Martin Perrault, on va terminer là-dessus. Récemment, on m'a rapporté que dans la région de Matane, des agents de la protection de la faune étaient intervenus sur la chasse de nuit. Je ne sais pas dans quel territoire, je ne sais pas si c'est dans la réserve de Matane ou ailleurs, et qu'il y avait eu des interceptions de suspects. Il y avait même eu saisie de véhicules et des orignaux. Est-ce le cas? C'est sûr que présentement, étant donné qu'il y a des dossiers en cours de tout genre, là, je ne peux pas rentrer dans les détails de différents dossiers, mais oui, il y a eu des interventions. Je ne peux pas confirmer ce que vous venez de dire, mais il y a eu des interventions depuis le début de l'automne, qu'il y a des opérations qui étaient faites en lien directement dans la région de Matane. Puis du jour 1 jusqu'au dernier jour, les agents interviennent s'ils ont intervenu, puis font leur travail. Alors, Martin Perrault, président du syndicat des agents de protection de la faune du Québec, bien, merci pour ces informations. Ce sont quand même si on n'a pas tous les détails, ce sont quand même des plus récentes qu'on peut avoir dans ce dossier-là, et de la chasse donc de nuit en territoire libre et même structuré, et aussi cet appui que veulent vous donner les conducteurs de chiens de sang. Et alors donc on assure la suite de tout ça, on se reparle, puis je vous dis quand même une bonne suite dans votre saison parce que la forêt est encore accessible. Je vous dis à une prochaine fois. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com.
Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, notre chroniqueur plein air, Alexis Nantel, qu'on connaît depuis toujours maintenant sous le nom d'Alexis le randonneur, eh bien, est avec nous ce matin. Je l'ai rejoint pour parler de ce début de saison, de ski de fond dans certaines régions du Québec. C'est déjà parti. Dans d'autres, bien, on attend le go, comme dirait Alexis, officiel avant de se lancer sur les pistes. Mais quand même, Alexis, le randonneur, suit de très très près la situation dans les sentiers et les premières ouvertures de pistes. Mais où aller skier au Québec et comment bien se préparer pour un bon départ cette année. Alors, Alexis, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ben oui, merci. Même si la neige se fait encore timide dans plusieurs régions plus au sud, malgré les chutes extraordinaires et hâtives qu'on a eues en novembre, ben là, les premiers adeptes de ski de fond peuvent tranquillement commencer à sortir leur équipement ou du moins à rêver sérieusement à leur première glisse. Et en ce moment, il y a plusieurs centres clés qui ont officiellement lancé la saison ou amorcé une pré-ouverture. Je débute avec la forêt Montmorency. Je pense que ça n'a plus besoin de présentation pour les fondeurs. C'est à environ 1 heure au nord de Québec. Ça demeure le grand classique de la saison hâtive. Là. C'est un petit paradis. Le centre ouvrait ses pistes le 14 novembre dernier avec environ 30 km de sentiers tracés en alternatif, mais aussi en pas de patin. C'est ouvert 7 sur 7 de 8 h à 16 h. C'est probablement la meilleure place au Québec pour démarrer la saison tôt. Il y a aussi, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut noter là, un début de saison aussi un peu plus rapide. Il y a le Norvégien près de Jonquière qui a lancé une préouverture avec certaines pistes déjà préparées. On parle aussi du Ricochet à Chicoutimi qui a également commencé à accueillir les skieurs depuis le 13 novembre. Encore là, avec un réseau partiel. Je dis réseau partiel, c'est à peu près le cas là, dans la plupart des endroits où c'est ouvert en ce moment. Alors ça, c'est l'apanage du début de saison tôt comme ça. Il y a aussi les centres de la CEPAC. Eux sont en attente d'un couvert neigeux plus suffisant. Je dirais, il y a Cammercier, Mont-Tremblant, Oka et Orford qui vont être parmi les premiers à embarquer dès que la base va être correcte, là, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas au moment où on se parle. Et il y a un paquet de pistes, évidemment, un peu partout au Québec, pas vraiment répertoriées, mais qui permettent aussi déjà de glisser, comme dans ton pays, je pense, autour de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, ben, beaucoup de petits villages ont leur propre piste. Puis pour certains endroits, c'est déjà commencé. Mais là, une fois qu'on a dit, qu'on a énuméré donc les différents endroits où on peut déjà skier, on peut quand même amorcer sa saison de ski de fond. On peut quand même se préparer. On procède comment, là? Oui, ben tu as fait raison. Le début de saison, là, c'est crucial. Il y a trop de gens qui sortent trop vite puis qui vont se blesser avant même que les grandes sorties commencent. Donc, il y a 3 clés que j'ai répertoriées pour un bon départ. D'abord, reprendre cette technique doucement, parce que c'est quand même assez, on va se le dire, le complexe ce qu'ils font en termes de coordination, que ce soit l'alternatif qu'on appelle le classique, là, qui est la base. Donc, on commence avec des mouvements simples, bien engagés, en mettant l'accent sur l'équilibre, la poussée. Pour le pas de patin, on mise d'abord sur la stabilité, pas la vitesse. Donc, c'est vraiment de reprendre le mouvement, que les muscles se remémorent comment ça se passe. Alors donc, on reprend à peu près comme tous les sports, là, c'est la même chose, on reprend vraiment doucement quand ça fait longtemps qu'on ne s'y est pas mis. Il ne faut pas négliger non plus la musculation légère. Donc, les premiers kilomètres, là, comme je disais, on va réveiller les triceps, on va réveiller les abdominaux, le bas du dos, les hanches. Même si on fait des fois d'autres sports, ben on le sait, hein, on va forcer un peu différemment. Donc, c'est tout à fait normal. Là, on va faire un petit 10 minutes de renforcement et d'échauffement avant nos premières sorties. Ça peut faire une énorme différence. Et c'est de choisir aussi les bonnes conditions, évidemment, parce que l'erreur classique, c'est de vouloir skier sur 2 cm de neige fraîche en novembre,
qui est une base trop mince, mais à un moment donné, ben, on va soit abîmer les skis, on va avoir un mauvais contrôle, on va faire des chutes. Ça, c'est des frustrations garanties. Donc, il faut quand même se maintenir nos ardeurs. Alors, si c'est votre première sortie, vous privilégiez un centre où l'entretien est optimal, comme je vous ai mentionné, ou une surface consolidée là, par plusieurs jours de neige, ce qu'on attend impatiemment. Qu'est-ce qu'on doit vérifier là, avant de partir, là? Bon, on a tous tendance à prendre nos skis, nos bottes, nos bâtons, puis filer dehors, mais en début de saison, ça vaut la peine de faire un petit check-up là, complet, comme on dit. Commençons par les skis. Il y a 3 grandes catégories qui dominent le marché. Il y a le ski classique là, ou de pas alternatif. Il y a le ski pour le pas de patin. Et il y a les combis maintenant qu'on appelle, qui sont des skis hybrides, moins performants, mais quand même bons pour débuter. Et il y a les surfaces qui changent tout. Là. Quand je parle de surface, c'est pas la surface enneigée, c'est la surface du ski, donc vraiment en dessous. Il y a ce qu'on appelle maintenant les pots, là, communément appelés skin. Ça, c'est parfait pour un début de saison. On va obtenir un bon contrôle. On n'a pas besoin de cire, surtout, ou d'adhérence. Moi, honnêtement, c'est les skis que j'utilise à l'année. Ça ne me donne pas toujours les meilleures performances, mais vraiment, c'est un ski qui demande peu d'entretien, sauf le nettoyage des pots à l'occasion. Il y a les écailles aussi qu'on connaît tous là, qui ont remplacé à une époque le bois là, dans les années début des années 80. Ouais. Donc, c'est idéal si on ne veut pas s'occuper de fartage encore une fois. Et il y a les skis à fartage, donc les plus performants, mais ça demande vraiment de bonnes conditions et un entretien précis. Si vous faites déjà du ski de fond, vous avez peut-être déjà vu des gens là, qui étendaient leur cire à l'aide d'un fer à repasser. C'est quand même toute une technique, c'est plus difficile, il faut chauffer, ça demande plus d'études de la météo. Puis quand la météo est changeante, bien évidemment, ça affecte davantage aussi nos performances. Donc pour une première sortie, moi je vous recommande des skis à peau, adhérence stable, aucune prise de tête. Là, c'est parfait quand les conditions sont variables, comme en novembre. Quand tu parles des pots là, que vous utilisez là, pour faire une adhérence sous le ski, là, c'est des pots. Oui. C'est quoi le type de pot? C'est une peau naturelle, je pense, hein? Ben non, en fait, c'est le plus souvent synthétique. En fait, c'est un peu comme un tissu, je dirais, à poils un peu plus long, là, mais qui vont être dans le sens de la glisse à plat. Et quand on va vouloir freiner ou à l'inverse, que le poil va se relever pour nous aider, par exemple, à monter certaines petites côtes. Alors, c'est vraiment, on appelle ça des pots, mais c'est pas un cuir ou c'est pas un nubuck, là. C'est vraiment comme un petit tissu synthétique à poil. Et aller en magasin, là, puis aller tâter ça de vous-même, vous allez voir à quoi ça ressemble, ça vaut la peine de le regarder. C'est une nouvelle technologie qui existe depuis quelques années maintenant puis qui a vraiment fait ses preuves. Il me semble que ce serait un bon dérivé pour les pots de phoque. Hein? Bien rasé puis placé sur le ski, là, ça pourrait faire quand même C'est un peu le même principe. On parle de ski de randonnée, là, de ski que les gens utilisent pour grimper. Là, c'est le même principe que la peau de phoque, exactement. Ah ben tant mieux. Alors, tu m'as déjà dit, Alexis, qu'il y avait quand même de petits accessoires qui souvent vont faire toute la différence dans une sortie de ski de fond. Oui, on parle de trucs incontournables, entre autres des crampons là, ou grippes. Là, je donne beaucoup de termes anglophones ce matin, mais à mettre sous les bottes pour marcher jusqu'à la piste là, sans abîmer les semelles, puis surtout sans se retrouver sur le dos. Dans le cas, on doit marcher parfois de bonne distance parce que bon, la botte dessous, on parle d'un plastique là, qui est assez lisse. Donc, il y a des petits crampons qui peuvent s'ajouter sur les bottes. Il y a évidemment les vêtements multicouches. On en a parlé souvent ensemble. Une couche de base sous-vêtement qui va être respirant. On va ajouter une couche isolante additionnelle pour la chaleur, puis un manteau coupe-vent léger par-dessus. Donc, c'est vraiment le secret pour s'adapter aux différentes températures. Il y a les lunettes de sport aussi pour couper le vent et la neige. Bon, aussi, il y a des lunettes qui sont adaptées aussi pour le ski de fond, qu'on peut lever facilement, qui se contrôlent bien. Il y a des choses sur le marché là, qui sont vraiment spécialisées. Gants fins, mais chaud, important. Les premiers jours sont souvent plus humides que froids. Puis c'est difficile de faire du ski de fond avec des mitaines, d'avoir vraiment une bonne poussée, un bon contrôle sur le bâton. Donc, on essaie de rester avec des gants. Là. Il y a des gants, disons, mi-gants, mi-mitaines aussi qui existent, là, qui nous permettent de garder parfois les 4 doigts de la main ensemble puis le pouce séparément. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on peut ajouter à sa garde-robe. Et il y a les lampes, la lampe frontale, parce que bon, les journées sont plus courtes, puis on se doit toujours de suspendre avant 17 heures la randonnée, mais parfois on se fait prendre par la noirceur. Oui, puis là, avec tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens d'énumérer, les sites de ski qui sont déjà accessibles, là j'imagine que les fondeurs nous entendent puis sont dans un état d'excitation extrême. Alors maintenant, on va où dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on fait là, comme skieur, comme adepte du ski de fond? Là?
Oui, ben il y a des choses qui s'en viennent. Là. Si tu habites, par exemple, dans l'Anaudière, dans les Laurentides ou en Mauricie, la saison va s'installer quand même rapidement là, dans les prochaines semaines normalement. Alors, dès qu'on va avoir une autre bordée, on dirait qu'à plusieurs endroits, la première neige est restée au sol. Là, moi, je prends ici, dans l'Anaudière, un centre là, qui est tout près de la maison qui opère déjà. Donc, les centres qui ouvrent traditionnellement, parmi les premiers, il y a le Camp Mercier, j'en ai parlé, de la CEPAC, dans la réserve faunique des Laurentides, un peu au nord de Québec. Il y a Mont-Tremblant, le secteur La Diable. Il y a les sentiers de Saint-Donat, très bel endroit, très intéressant, gratuit pour la famille, je vous y invite. Il y a le parc de la Gatineau également, le centre plein air de Valcartier. Puis, bon, il y a la montagne coupée là, qui est reconnue à Saint-Jean-de-Mata aussi, qui, comme je le mentionne, là, qui est tout près de chez moi puis qui est déjà en opération. La clé, c'est de vérifier chaque jour les conditions de sentier. Il y a beaucoup de centres qui mettent à jour leur site ou leurs réseaux sociaux là, entre 7h et 9h le matin. C'est un peu la façon de faire. Donc, je vous invite à surveiller ça pour l'ensemble des conditions puis voir ben, où vous allez passer votre journée. Ben, je pense que je vais aller m'acheter des skis de fond. J'en avais déjà, mais je les utilisais comme moyen de transport pour me rendre d'un endroit à un autre, mais pas vraiment pour faire du ski comme tel, pour avoir plaisir là, à faire des arpenter différents. C'est un beau sport, puis c'est très, très complet pour le corps. Ah oui, j'en doute pas. Alors donc, Alexis Laurent-Donat, ben merci, c'est super complet comme toujours. On retient donc Forêt de Montmorency et le Saguenay qui permettent de partir tôt. Les autres régions qui attendent encore un peu de neige. Sur la Côte-Nord, on attend de bonnes bordées de neige, 20-24 cm ce week-end. Et puis bien sûr, un bon rappel sur l'équipement puis pour éviter des mauvaises surprises. Alors, on se retrouve en décembre. Alors, je te remercie beaucoup, puis je te laisse retourner à ta table du conseil comme maire, bien discipliné et avec beaucoup d'autorité. Merci. Salut. Oui, je retourne à mes budgets. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information faunique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Simon, on est en chasse à l'ornial. On chasse une forêt mature. On trouve une soie fraîche qui dégage beaucoup d'odeur. On sait que c'est un indice qui est primordial, qui est une des meilleurs indices qu'un chasseur peut trouver. Oui. Y a-t-il une technique qu'on peut appliquer quand ça nous arrive? On trouve la souille, là, on fait quoi? Là? On caule, on fait du rattling, on s'assied, on attend. C'est quoi qui est le mieux de faire pour un chasseur d'ornial? Première affaire, moi, je trouve que si tu es rendu les deux pieds dans la souille, là, attaque tout de suite. Oui, hein? Moi, j'ai pas eu beaucoup de succès de trouver une souille. Je vais revenir ici. Non. Parce que la souille, elle dure pas 10 jours, là. Elle dure pas. Puis deux, si t'es rendu là, c'est soit qui t'écoute autour de ça. Parce que là, elle sent, là, on parle pas d'une souille, là, elle sent fort, là, sont dedans. C'est soit qui sont à côté de toi. Puis si tu te retires, puis tu reviens, le gars, t'es identifié. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de résultat. Si je tombe dans la souille, puis ça sent fort. Ils sont quasiment dans ta vue. Moi, selon moi, ils sont en écoute de moi. Ou ben non, je les ai déjà fait peur, puis ils sont partis. Okay. Mais moi, j'attaque tout de suite. OK. T'attaques? Attaque tout de suite. C'est le mâle. Selon moi, c'est de faire le mâle. C'est de me transformer en mâle. En mâle dominant. En mâle dominant qui provoqué. Qui réagit par rapport à cette odeur-là. Là. Puis là, donc, je vais roter. Ouf. Puis là, je vais
Faire du rattling. Cornailler, c'est ça. Là, indépendamment de ce que je vais entendre, ben là, je vais me diriger vers le son. Ou ben non, il y a un bas qui s'en vient tout de suite. Là. Okay. Qui s'en vient tout de suite. Mais tu sais, c'est tout le temps une analyse. Hein. Il n'y a jamais de recette parfaite. Là. Moi, je suis un adepte là, dans la période de call. Je ne suis pas patient beaucoup. C'est ça. Moi, j'identifie. Ça veut dire que là je fais quelque chose qui va créer une réaction. J'entends une réaction. Bon, j'entends un bas crotté. Oh, il y a un bas là. Je vais continuer à rattler. Il s'en vient. L'autre. Il s'en vient pas, qu'est-ce qui se passe? Là, j'essaye de provoquer de quoi, là. Puis là, pourquoi il s'en vient pas? Oh. Femelle qui est avec, là. Puis là, OK, qu'est-ce qui se passe? Je continue, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de s'éloigner de 20 pieds, je suis parti. Là, je sais ce qu'elle va faire, elle va miauler, puis elle va partir. S'éloigner de toi. Fait que là, j'y laisse plus champ. Okay, dans ce sens que le mâle, là, lui, probablement, qu'il est viré vers moi, la femelle, elle voudrait s'en aller. Là, il réagit. Fait que là, moi, je me transforme en boc qui dit, moi, là, la femelle qui est à l'autre bord de toi, je la veux. Ouais. Fait que là, le boc, probablement que ça va monter son agressivité. Là, c'est toute une subtilité. Là. Ouais. Parce que si tu arrives en étant un 55 pouces qui pète tout, puis lui, c'est un 30, ça se peut qu'il parte. Okay. Fait qu'il faut que tu montes en étant rapide, cassé, mais essayer d'être un cran en dessous de lui. Répliquer puis là, s'il réagit, c'est facile d'être un cran en dessous de lui. Ouais. S'il réagit pas, là, des fois, souvent, c'est parce qu'il est petit, tu sais. Puis là, il fait peur, mais... Puis, tu sais, moi, j'aime ça cornailler, mais quand je suis en contact, j'essaie tout le temps d'être un cran en dessous de lui. Okay. Fait que s'il pogne un arbre, puis là, je vais le faire moi aussi. Mais un peu moins. Okay. Puis moi, là, ma méthode, quand je dis que je suis agressif puis je perds pas de temps, c'est qu'à partir de quand il m'a fait 1 ou 2 rattling, je suis parti, je m'en vais dessus. Okay. C'est qu'est-ce que c'est? Quand il rate, il n'entend pas. Il n'entend pas. Fait que je me déplace. Puis rapide. Puis quand c'est à moi à rateller, bien souvent, je vais en profiter pour me déplacer encore. Ça veut dire que je me prends un arbre en avant de moi, je le robe puis je fais le tour en me déplaçant. Okay. Puis là, tu fais signe à mon client, viens-t'en, je te couvre, je couvre ton bras avec ma compte. Là, j'arrête, lui, il redécolle à rateler. Ah ouais, j'en profite encore. Je peux faire 150 pieds en 2 minutes, des fois. Okay. Je me déplace vite, puis on dirait quand que tu fais ça, tu lui laisses pas le temps de penser, là. Puis là, le fait de se sentir, de voir l'autre arriver de même, là, il réagit fort. Okay. Mais quand que des fois, tu mets trop de délai, là, c'est comme s'il gagnait. La femelle s'en va. Puis lui, c'est la femelle qui veut, là. Pas toi, là. C'est la femelle qui veut. Fait que si elle s'en va, puis tu prends trop de temps, tu viens de le perdre. Tu perds. Il s'en va avec la femelle. Fait que moi, mon scénario de full call, c'est pas mal tout le temps de même, je les close. Je me déplace, je l'identifie. OK, j'essaye de comprendre. Hop, femelle là, hop, femelle là, femelle là. Le bas qui est là, il est là. Hop, il y en a un autre qui rote là. Lui, il est gros, lui, il est gros. OK, quand je sais où ils sont, je suis parti. Pas de temps perdre. Puis là, je me place par rapport à mon vent, par rapport à mon connaissance de terrain. C'est où que je vais arriver à lui pour le voir. Ouais. Y est-tu un endroit où je peux le voir? Ouais. Tu sais, je veux dire, si c'est deep de même, je n'ai tué dans serré comme ça. Mais là, tu es en finale à 20 pieds, il faut que tu passes la balle dans des trous gros de main. Ouais. Mais quand tu n'as pas le choix, tu le fais. Tu y vas, c'est ça. Un autre truc que je fais, là je n'ai parlé de la souille, puis là, j'ai une réponse, mais je n'ai pas, parce que c'est pas toujours, là, tu sais, là, des fois, ça sent pas mal fort, mais ils se sont déplacés ou tu les as fait fuir parce que tu t'attendais pas de tomber. Souvent, moi, ce que je fais, là, j'enlève mon dossard, je le mets dans la souille, puis je l'imbibe de ce jus-là. Tu piles dessus? Oui, je pile dessus carrément. Puis je me remets ça, puis là, je sens bon, tu comprends bien? C'est sûrement. Mais sauf que là, au lieu d'avoir une nouvelle odeur qui est introduite dans le groupe, qui est à quelque part ici, tu as l'odeur de tous ceux qui se sont roulés dans la souille, hein? Ce mâle-là en question, puis les femelles qui se sont roulées dans la souille. L'odeur de la communauté. Fait que là, tu peux déjouer bien du monde. Là. Tu peux être sous le vent, là, puis... Même c'est même mieux. Mais là, c'est sûr. Fait que, sauf que, détail important, enlève-le avant d'embarquer dans ton truck. Ouais. Ça peut que ça se peut que tu scrapes ton truck. Ta femme ne t'aimera pas. Mais moi, je fais tout le temps ça. J'enlève mon manteau de chasse, puis j'ai un black de plastique. Dans la boîte. Je mets ça dans la boîte. Puis à un moment donné, cette odeur-là, ça devient qu'au lieu d'être la belle hormone d'amour, ça devient que ça pue, là, mais là, je les lave. C'est ça. Mais je leur mets ça dans mon bac de plastique, puis je rentre pas dans mon véhicule. Okay. C'est sûr. Merci, Simon. Merci.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et c'est ainsi que se termine notre Rendez-vous Nature du mois de novembre. Mais ce n'est pas fini. C'est en décembre que le ministère responsable de la faune doit faire connaître le nouveau plan de gestion pour 2026. Il était temps. On l'attend depuis 2019. C'est pas croyable. Quand même, de 2019 à 2026, il s'est passé plusieurs années. L'habitat a changé. Les conditions ne sont plus les mêmes. On ne connaît même pas les densités des orignaux un peu partout au Québec. Donc, c'est un plan qui est très attendu et j'ai hâte de voir son contenu, mais je sais déjà que des changements importants vont modifier les modalités de la chasse comme on la connaît actuellement. Et ce n'est plus un secret pour personne. Il y aura un tirage au sort pour chasser la femelle dans toutes les zones de la province. D'autres modifications vont sûrement surgir aussi dans ce futur plan de gestion. Et on attend aussi le dépôt du plan de gestion du petit gibier. Lui, pareil, ça fait des années comment se comporter avec le petit gibier, comment le petit gibier lui-même se comporte avec tous les habitats perdus, la foresterie et tout et tout. Alors donc, lui, il est attendu à la mi-décembre. Est-ce qu'il y aurait des modifications ou les modalités actuelles comme le quota de 5 perdrix par jour vont demeurer? Je vais surveiller ça et vous revenir là-dessus. Alors ici Ernie Wells qui vous remercie de votre écoute. Je rappelle que l'on peut entendre et réentendre cette émission de plusieurs façons. D'abord sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca à Rimouski, sur Balado Québec et YouTube. Et nous lire aussi dans les éditions papier des journaux Le Soir au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Faites attention à vous et à vos proches et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.